L'OM s'est-il plongé tout seul dans la crise? Il y a eu des infos qui sont sorties ce soir dans l'équipe. On va les commenter avec Samy, mais en tout cas, elles font un peu peur à l'aube du sprint final dimanche contre Toulouse. Samy, j'espère que tu vas bien. Je vous invite déjà à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça nous met l'algorithme dans la poche et évidemment, abonne-toi parce que on met à balle de contenu. Voilà, en ce moment, c'est assez surchargé l'actualité entre les offres de transfert qui arrivent dès mars et là la fracture dans le vestiaire qu'il y a surtout entre le coach et les joueurs, il y en a des choses à dire. Et moi, voilà, ça me fait peur pour le reste. Il reste 7 matchs. Samy, est-ce que l'OM est dans une crise beaucoup plus profonde qu'au début d'année contre Auxerre? Et si oui, pourquoi selon toi? Oui, oui, pour moi, l'OM est dans une crise plus profonde que celle d'Auxerre, tout simplement parce que là, on a vraiment une opposition bicéphale, en fait, entre un entraîneur et ses joueurs. On a vraiment, j'ai pas envie d'utiliser le terme de guerre, mais on a vraiment deux camps qui semblent s'opposer. Alors qu'après Auxerre, en début de saison, De Zerbi était encore dans le confort de son arrivée avec le succès d'estime qu'il avait. Et donc, on avait du mal à le pointer du doigt et il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et donc ils n'avaient pas encore peut-être le statut ou l'ancienneté pour se braquer contre De Zerbi. Là, en l'occurrence, t'as un vestiaire qui a un peu plus de vécu et qui n'a pas eu du mal en début de semaine à se braquer contre lui. Donc moi, c'est vraiment cette opposition qu'il y a entre ces deux camps-là qui me marque et qui me fait dire que oui, clairement, on est sur une crise plus profonde, plus marquée, plus intense tout simplement que celle qu'on a eue au mois de novembre. En tout cas, ça me semble être comme tu as dit, une opposition joueur-entraîneur, ce qui est grave, c'est plus grave que joueur contre joueur, parce que là, c'est quand même les deux parties les plus importantes, indépendamment des dirigeants qui se tournent un peu le dos. Donc on rappelle un peu le contexte, hein, ça vient après la défaite contre Reims ce samedi, qui était vraiment une humiliation. Quand on connaît le contexte rémois, etc., c'est vrai que l'OM qui se déplaçait là-bas, la victoire était obligatoire, et sauf que les Rémois ont gagné, et en plus avec la manière, donc l'humiliation était encore plus grande, qui plus est face à encore un bloc basse qui a remis en question les compétences de De Zerbi face à de telles adversités, en tout cas à se réinventer tactiquement. Médiatiquement, sa cote a été entamée, on en a parlé dans le dernier épisode si vous voulez aller voir, et on sait que De Zerbi est déjà entamé mentalement par le contexte français, en tout cas par le contexte du football français, parce qu'il y a eu par l'arbitrage, on le rappelle, l'OM était déjà un peu a mis un pied dans la crise contre Auxerre. À mon avis, il s'est passé des choses par rapport à l'arbitrage et tout. On avait beaucoup de points d'avance. Il me semble qu'on en avait 9. Samy, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais à ce moment-là, on avait 9 et voilà, il y a eu le pétage de plomb de Longoria. Et c'est à ce moment-là que, comme tu disais, c'était un effet domino. T'as une espèce de bingo chaque année à l'Olympique de Marseille et jusqu'ici on n'avait rien eu et là on a tout eu d'un coup et bah, ça arrive jusqu'à la fracture joueur-entraîneur. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que lundi, il y a eu De Zerbi qui a dit je vous entraînerai pas aujourd'hui parce qu'il était l'ambiance générale lui a pas plu et bah les joueurs ont dit bah ok si c'est comme ça nous on n'ira pas sur le terrain et encore plus lunaire t'as Benatia qui arrive et qui convainc les joueurs après une heure quand même de pourparlers. C'est pas rien. Moi, je me dis Bah, que l'ambiance, elle devait être bizarre lundi, hein. je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me fait penser à quelque chose. On se croirait en Afrique du Sud, on se croirait à Naïsna, en fait. Je sais pas De fou. si tu es d'accord avec moi, mais moi, j'ai pensé à ça quand j'ai lu le papier de l'équipe. J'ai directement pensé à ce qui s'est passé à Naïsna en 2010, où tu as des joueurs qui refusent de s'entraîner. C'est une grève, bah, c'est ce que voulait faire De Zerbi. Après, il y a eu des informations complémentaires qui n'apparaissent pas dans le papier de l'équipe. C'est qu'apparemment, les joueurs sont arrivés au centre d'entraînement lundi et ont demandé à voir De Zerbi avant de s'entraîner, à s'entretenir avec lui avant de s'entraîner. Chose que De Zerbi a refusé. Et donc, ils lui ont dit, nous, si tu veux pas parler avec nous, on s'entraînera pas. Et donc, lui, il leur a dit, il leur a rétorqué, bah, si vous voulez pas vous entraîner, moi, je ne vous coacherai pas. Mais de toute façon, je pense que en fait, peu importe, c'est pas très important parce que je pense qu'il faut pas avoir une vision manichéenne en fait de cette histoire. Je pense qu'il faut pas se dire il y a les gentils d'un côté et il y a le méchant de l'autre côté. Je pense que tout le monde est fautif, tout le monde a sa part de responsabilité. On a d'un côté
des joueurs pas au niveau, que ça soit au niveau technique, peut-être même physique, et pas au niveau de leur implication. Donc en fait, on a des joueurs qui sont en dessous de tout, mais dans tous les aspects de ce qu'on doit attendre d'un joueur professionnel. Donc, et ça, on ne peut pas le nier. C'est une vérité vraie, comme on dit. Et de l'autre côté, tu as aussi un entraîneur qui est peut-être un peu trop réfractaire, un peu trop braqué sur lui-même. Il utilise beaucoup la première personne. Il utilise beaucoup le moi-je. Et donc ça peut aussi braquer les joueurs. Mais tu vois, finalement, le constat qu'on en fait au final, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Il y a vraiment deux fautifs. Mm. Et tu as deux fautifs pour des raisons différentes. Mais je pense que pour comprendre cette histoire et surtout pour en sortir, il ne faut pas que les joueurs disent que tout est de la faute de Zerbi parce que c'est clairement pas le cas et que De Zerbi se disent bah moi j'ai rien à me reprocher. Tout est de la faute de mes joueurs. La confiance et le soutien de ma direction, donc moi je ne crains rien. Je pense que lui aussi doit aussi se reconnaître un peu ses torts. Aussi, par rapport à l'exposition médiatique, je trouve ça dommage qu'on apprenne tout ça. Alors effectivement, ça nous fait une belle vidéo, mais autrement, moi je pense que tout ça ça peut avoir un double effet. Soit ils vont se dire, ok, on est ridicule aux yeux de tout le monde, venez, on arrête d'être puéril et peut-être voilà, on va faire en sorte de montrer à tout le monde, vu que maintenant on est exposé, de montrer de quoi on est capable et qu'on peut prendre ce contre-pied, parce que là, à mon avis, les critiques vont pas tarder à arriver, et donc peut-être que l'union sacrée peut être provoquée par ça, ou autrement, bah, l'autre contre-coup, c'est que ça va contribuer à la mauvaise ambiance, c'est-à-dire, voilà, il y a une taupe, et puis il y a un tel qui a dit ça et l'autre a dit ça alors que c'est pas la vérité. Voilà, tu me disais qu'il y a une info qui est pas sortie. Donc là, je ne sais pas de qui on a les échos, mais les infos sont à remettre en perspective parce que finalement, c'est plutôt à charge contre De Zerbi. Là, tu as l'impression que c'est les joueurs qui font sortir ça, alors que bah, les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. On entend aussi l'info qui sort sur Ismaël Koné, alors que ça devait être il y a bien quelques mois. Si l'information sort maintenant, ça veut dire que tu veux charger De Zerbi. Donc je me demande un peu, là c'est pas une mission destruction un peu de Zerbi menée par celui qui a donné les infos. Je ne sais pas d'où viennent ces infos en tout cas, mais ça me pose un problème dans ce sens-là. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi je te retiens, je pense que la personne qui sort ces infos-là prend en otage le club, prend en otage le projet du club, prend en otage la qualification Ligue des Champions. Je pense que cette personne, ce joueur qui divulgue ces infos, ou en tout cas son entourage, se fout de la qualification en Ligue des Champions. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire sauter De Zerbi. Et je pense que c'est très grave que ça sorte comme toi. Ça, c'est habituellement ce genre d'histoire, ça sort après la fin d'une saison, et parfois même quand la fin de saison se termine bien, on en rigole. Là, on sort ça en plein sprint final, à la veille d'un match capital, vraiment capital, parce que tu es en pleine crise et que ce match-là doit servir déjà à te rassurer avant ta première finale contre Monaco. Mais en plus, maintenant, ce match-là, il a un goût d'apaisement. C'est-à-dire qu'il faut gagner pour apaiser les choses, ou enfin d'apaisement ou d'empirement, parce que si tu perds, ça empire, et parce que ça fera le lien avec ce qui vient d'être sorti. Donc je pense que c'est vraiment déplorable le fait de sortir ça. Ça vient forcément d'une personne proche du club, proche du vestiaire. Et encore une fois, je le répète, je pense que le joueur qui a sorti ça, ou en tout cas son entourage qui a sorti ça, vraiment se prend en otage le club, prend en otage le projet, fait passer ses intérêts personnels avant les intérêts du club, parce qu'il met en péril un projet, une qualification en Ligue des Champions, et c'est en fait c'est encore du moi-je. Et je trouve que le moi-je se répète beaucoup dans cette EM 2024-2025. Dans la dernière vidéo, moi je m'étais plaint du moi-je d'Adrien Rabiot depuis le début de saison. Hmm. En début de vidéo, je t'ai parlé du moi-je de Derby. Il y a aussi du moi-je apparemment chez d'autres joueurs. Et c'est pas avec du moi-je que tu atteins des objectifs collectifs. Et oui, parce que là, la cohésion, bah, tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout, quoi. Là, il y a pas de nous et il On y a pas pourrait dire forcément de qu'ils collectif. sont solidaires et ensemble, mais Là, c'est mort, hein. Même le linge sale à laver en famille, il reste 2 jours. Donc bon, j'ai peur du match contre Toulouse. On va en parler un peu à la fin de la vidéo. Je voudrais qu'on termine un peu sur tout ce qui est sorti. On a appris, bah, selon les dires de Benassia, enfin, en tout cas, Benatia, selon l'équipe, a dit face à ce Reims avec votre niveau et l'équipe alignée, en s'adressant aux joueurs évidemment, vous auriez dû gagner même sans entraîneur pour vous diriger. Donc ça veut dire quand même que
les dirigeants sont derrière Roberto De Zerbi, même si les joueurs ont interpellé Benatia sur son parcours dans les grandes institutions. Euh, En tout cas, en lui demandant s'il avait déjà connu un coach qui se comportait comme ça dans des clubs d'un tel standing. Euh, voilà, en fait, les joueurs ont l'air de s'interroger vraiment. En fait, je pense que c'est une mutinerie. Est-ce que ce serait pas une mutinerie finalement? Pour moi, ça, c'est vraiment l'épisode le plus grave, Tino. Je sais pas ce que tu en penses, mais par contre, des joueurs qui questionnent un directeur sportif sur le choix de l'entraîneur qu'il a fait, sur son parcours, ils remettent en question clairement De Zerbi, là, parce qu'en demandant à Benatia s'il a déjà vu ça dans les grands clubs qu'il a dirigés, c'est vraiment dévaloriser De Zerbi. Et même moi, qui ne suis pas un grand fan de Zerbi, je trouve ça déplorable, parce que là, on parle de joueurs qui, en plus, font une mauvaise deuxième partie de saison, donc ils ne sont pas exempts de tout reproche. C'est vraiment une attitude de petit mec, en fait, de remettre en question ton entraîneur, alors que toi-même, sur le terrain, tu ne fais pas les choses bien. Et ça m'inquiète d'autant plus parce que je me dis qu'en fait, de leur côté, du côté des joueurs, il n'y a pas de remise en question. Tu vois, au début, je te parlais de la vision manichéenne, il y a les gentils et les méchants. Avec cette position-là, avec ce qu'ils ont dit à Benatia, j'ai l'impression que eux se disent, nous, on est les gentils, rien n'est de notre faute et tout est de la faute de De Zerbi. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Est-ce que quand tu es face à De Zerbi et que tu es un joueur, tu penses pas aussi, parce qu'on a pointé le fait que quand même De Zerbi est assez têtu, donc au bout d'un moment quand tu te heurtes face à un mur, voilà, on a vu que le comportement de l'Italien, bah il parle mal aux joueurs, voilà, on a appris par rapport à Lirola, mais ça devait être dans un contexte donné, on répète encore, on ne sait pas qui a donné les infos. Il y a eu ce fameux jour de l'Aïd, mais qui tombait un peu mal dimanche, le lendemain de la défaite contre Reims, en tout cas il aurait dû le Ouais. prendre en compte. Même avant le classique, voilà, il renvoyait le groupe se rhabiller. Quand tu es un joueur, est-ce que tu te questionnes pas aussi? Est-ce que t'es pas en droit de te questionner justement? Tu es en droit de te questionner, tu peux aussi garder les choses pour toi, tu peux aussi te dire que tu dois laisser, que tu es dans un sprint final qui est capital pour le projet du club de manière structurelle, à long terme, et que tu peux régler l'addition à la fin. Pas maintenant, en fait. En fait, il y a c'est une question de bon sens et de timing. On parle quand même de joueurs de joueurs aguerris qui ont connu le haut niveau, certains ont connu les très grands clubs. Ils connaissent l'environnement de l'OM, ils savent qu'une petite goutte peut devenir une bouteille d'eau. Il y a des choses à ne pas faire à certains moments. Donc oui, tu as le droit de te questionner, et c'est légitime, et on l'a même dit, De Zerbi a des choses à se reprocher, il n'y a pas de problème. Mais pas maintenant, en fait, pas après une défaite. Euh, Quand tu vois le visage qu'ont montré les joueurs contre Reims, même si De Verbi est fautif, et encore une fois, je le redis, c'est pas le cas, en tout cas pas à 100%, la moindre des choses, c'est de te remettre au travail, de garder, voilà, de faire profil bas. Tu gagnes contre Toulouse, t'apaises les choses, et une fois que tu as gagné contre Toulouse, tu peux, et encore, tu peux parler de certaines choses. Mais pas maintenant, en fait, le timing, il est catastrophique. Ouais. En tout cas, encore une fois, je m'interroge sur le noyau dur du vestiaire. C'est un peu flou là-dessus, on sait pas trop qui traîne avec qui, mais voilà, je pense qu'on peut déjà se faire une idée pas des leaders de cette mutinerie, mais de toute façon, on va pas nommer de joueurs aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle, et de toute façon, si on le faisait, ce serait de la diffamation, donc on va pas rentrer là-dedans. En revanche, par rapport à ce noyau dur qui fait ça, je pense que, comme tu dis, il devrait y avoir une remise en question, et aussi bah, la prise de conscience de ce que représentent ces 7 derniers matchs pour le club. Et quand Ouais, ça devrait être ça devrait être enfin quelque chose de tacite. Ça devrait même pas venir sur le devant de la table. Et là, moi j'ai vu une info qui est passée et je me suis dit mais ça rejoint un peu ce que tu dis sur le moi-jeu. Tu t'interroges sur le passe-droit confié à Pierre-Emile Højbjerg, mais Højbjerg, on s'en fout qu'il aille à l'Elysée ou pas, concentre-toi sur ton entraînement. Tu vois, si t'en viens à parler même de ça aux journalistes quand tu donnes tes infos, ça veut dire que t'as regardé, t'es allé dire ah putain, t'as vu Hülberg, lui, il a le droit de faire ça, et moi derrière, j'ai pas le droit. Donc au final, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est le moi-jeu au lieu du collectif. Concentre-toi aussi sur ton football aussi. Et ouais, malheureusement, c'est il y a une attitude très nombriliste en fait dans ce club-là, mais pour moi ça part d'en haut. Pour moi, le De Zerbi, depuis qu'il est à l'OM, il est dans une attitude très nombriliste. Quand il dit à ses joueurs, vous voulez me faire échouer, alors que c'est clairement l'OM qui est en train d'échouer, c'est pas toi.
quand il dit je ne vois pas ma famille, quand il dit, enfin voilà, il y a souvent ce moi-je. Donc forcément, on dit souvent que les joueurs ressemblent à leur entraîneur. Forcément, ça dépend aussi sur les joueurs. C'est pas pour les défendre que je dis ça, mais j'ai quand même un peu défendu De Verbi depuis le début de la vidéo. Mais quand même, il a quand même une attitude, je trouve, très nombriliste De Verbi. Trop d'ego, est-ce que tu as souvenir d'entraîneurs avec trop d'ego qui ont réussi à l'OM? Bah, en fait, en fait, pour moi, Tudor est un entraîneur avec un ego, mais je trouve qu'il avait eu l'intelligence de s'asseoir dessus à un moment donné, d'apaiser les choses, d'être intelligent quand il a pu avoir des conflits avec certains joueurs importants, se dire ce joueur-là, je vais peut-être en avoir besoin. Je pense à par exemple le conflit qu'il a eu avec Matteo Guendouzi, où finalement les deux ont été assez intelligents pour se dire moi, j'ai besoin de Guendouzi. Guendouzi s'est dit, j'ai besoin du coach pour briller, pour faire une bonne saison. Donc, on va faire la saison intelligemment, on va mettre nos rancœurs de côté et on verra à la fin. Et au final, tu as vu que Guendouzi a été un joueur important tout au long de la saison. Mais là où c'est intéressant que tu parles d'autres entraîneurs, parce que euh, je me questionne aussi sur le pouvoir et l'autorité de Longoria. On se rappelle qu'à l'époque où Sampaoli quitte le club et Igor Tudor arrive, il y a certains cadres de l'équipe qui, dans le dos de Tudor et de Longoria, avaient rappelé Sampaoli, ou en tout cas avaient fait des choses pour que Sampaoli revienne, un truc fou. Et après, Longoria était intervenu dans le vestiaire pour leur dire c'est moi qui décide. Mais en fait, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont senti que l'autorité de Longoria, elle était pas si affirmée que ça. Et là, c'est pareil, tu as des joueurs qui se dressent et qui n'hésitent pas à se dresser contre un entraîneur et dont les dirigeants, depuis le début, ont martelé que c'était la star du projet et que c'était vraiment le numéro un. Donc je me dis que c'est un peu répétitif dans l'OM de Longoria et je me dis que son pouvoir n'est pas assez affirmé pour que plusieurs fois, avec plusieurs entraîneurs différents, on a des joueurs qui n'hésitent pas à se dresser contre l'autorité de l'entraîneur malgré la présence de Longoria. Moi, ça me questionne vraiment, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, je me questionne vraiment sur l'affirmation de son pouvoir au sein du club. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de capitaine à bord, en fait, dans les moments de crise. Hein. J'insiste vraiment, dans les moments de crise, j'ai l'impression que sous l'ère Longoria, il n'y a pas de capitaine à bord. Bah, en tout cas, là, t'as l'impression qu'il s'est mis en retrait cette année, mais c'est vrai que toi, tu t'attends à peut-être qu'il resserre plus les vis dans ces moments-là, et là, bah, on le voit pas trop et on Donc, sait pas si ce ton qu'il pense. pouvoir est affirmé, pour moi, si ton pouvoir est affirmé, légitimement, les joueurs n'ont même pas l'ouverture de se dresser contre l'entraîneur. C'est-à-dire que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait une brèche ou une faille. C'est pour ça que je dis, normalement, tu n'as même pas besoin de prendre la parole. Tu peux, comme il l'a fait, et comme tu viens de le dire, tu peux te mettre en retrait. Mais si ton pouvoir il est affirmé et légitime et respecté de tous, bah, les joueurs ne s'engouffrent même pas dans la brèche. Là, ils s'y sont engouffrés. C'est qu'ils se sont dit, bah, quelque part, on risque rien. Donc pour moi, ça questionne clairement le pouvoir de Longoria. En tout cas, sur une saison, dans le football, on sait que les mecs passent leur journée ensemble, passent leur vie ensemble, et quand il y a forcément des conflits au bout d'un moment, dans une saison, entre l'entraîneur, enfin, c'est vraiment, à mon avis, c'est très très rare dans le monde du football. T'as toujours un problème d'ego, un problème de ceci, cela. Sauf que le problème, c'est quand ces soucis, justement, ne sont pas réglés de manière communicative. Et comme tu as dit, ça fera un peu notre conclusion. On est à 20 minutes, on va pas trop se répéter, mais là, les deux parties, comme tu as dit, c'est du nice-na. S'il y en a un qui est dans le bus, qui parle avec la presse, ou enfin qui parle avec quelqu'un d'autre, et t'as l'autre partie, en fait on dirait un couple qui se fait la gueule, tu vois, et ça se tourne le dos, et ça parle pas. Et quand t'as un couple qui se parle pas, et qui veut arranger les choses pour que ça se finisse au moins bien, en tout cas jusqu'à l'échéance de l'été, si ça se parle pas, moi ça m'inquiète, et c'est là où on en vient sur les 7 derniers matchs, dont celui de Toulouse qu'on va aborder, puisqu'on est là pour ça aussi. Euh, Un j'ai- peu de football. De quoi? J'ai dit un peu de football. Un peu de football quand même. Mais moi, j'ai peur de ce qui peut se passer dimanche. Déjà, demain, enfin, aujourd'hui, il y a la conférence de presse. Je ne sais pas ce qu'il va s'y dire, mais en tout cas, bon, il y aura sûrement les éléments de langage du genre, on s'est parlé, on se dit tout, on est à un vestiaire. Enfin, ça sort pas de chez nous. Ce qui est sorti dans la presse, voilà, c'est extrapolé, etc. On aura sûrement ces éléments de langage. Mais j'espère que dimanche, t'as un match très important. On a déjà gâché une cartouche à Reims. Là, t'es à domicile contre Toulouse qui vient de perdre contre Brest 4-2. Euh, moi, j'ai l'impression de dire ça tous les avant-matchs, mais c'est encore une victoire obligatoire.
Voilà, Toulouse, heureusement, n'est pas une équipe à relancer, donc ça se trouve, ils auront la garde un peu plus baissée, ils jouent un peu moins de choses que les autres équipes. Mais, euh, mais en tout cas, l'équipe qui est attendue au tournant, et c'est paradoxal, là, c'est l'Olympique de Marseille, vu tout ce qui s'est passé. Je sais pas ce que t'attends de ce match. Moi, j'attends à ce qu'on lance une série et que tout ça fasse taire un peu tout ce qui se passe, tous ces corbeaux, tous ces bruits d'oiseaux dans la médiasphère. Voilà, j'espère que, en tout cas, on saura faire taire tout ça. Parce que un peu de football, comme tu dis, c'est mieux. Ça reste du football. Merde. Le coup de gueule de Tino est passé. En fait, avant que tout ça ne sorte, pour moi, le match de Toulouse, il avait un enjeu, c'était de se préparer à la finale contre Monaco. Quand je dis se préparer, c'est de deux manières. Tu viens de perdre contre Reims, et donc au classement, tu viens de perdre pour la première fois depuis très longtemps ta place de dauphin. Donc c'est essayer de rattraper le coup d'un point de vue comptable, mais également que ça soit dans les têtes pour se rassurer, se remettre en confiance, mais aussi tactiquement parce que ce match-là aurait dû ou va être le match d'un changement tactique, le fait de se préparer justement tactiquement contre Toulouse pour Monaco, pour arriver à Monaco dans de bonnes dispositions et en ayant une connaissance de la nouvelle tactique ou du nouveau système. Donc là, pour moi, il y avait ces deux enjeux-là. Mais avec ce qui vient de sortir, il y a aussi un enjeu d'apaisement de ce qui vient de se passer. Parce que si tu gagnes, forcément, ça apaisera un peu les choses. On dit que les victoires apportent du temps et de la sérénité. Donc la semaine va pouvoir tu vas pouvoir travailler un peu plus sereinement durant la semaine. Par contre, si tu perds contre Toulouse, en fait, ce qui vient de se passer pendant une semaine va être exacerbé au lendemain de la défaite contre Toulouse. Et donc, toute la semaine, tu vas préparer le match déjà avec la tension du match qui est une finale contre Monaco, mais également avec l'exagération de ce qui s'est passé qui va être exacerbé pardon, par la défaite contre Toulouse. Donc, pour moi, on est clairement à date sur le match le plus important de la saison en Ligue 1 pour toutes ces raisons-là. En tout cas, pour ce match si important, comme on a dit, quel compo tu vois, Samy, avec les absents, avec les retours? Pour moi, on se dirige clairement vers un changement de système. Moi, ce que j'aimerais voir, je l'avais dit dans la dernière vidéo, je pense que le problème vient beaucoup, en tout cas dans notre manière d'attaquer, notre problème vient beaucoup de nos côtés. Je trouve que enfin, depuis le début de saison, Merlin avec le ballon, c'est assez timide, même si ses matchs sont en nette progression. Dedi qui est un peu brouillon. Luis Enrique, un jour il est complexé, un jour il est décomplexé, donc c'est compliqué. Donc cette saison, définitivement, le constat c'est que tu ne peux pas attaquer balle au pied, prendre des initiatives avec tes pistons ou tes latéraux. Et donc, si tu as des pistons et des latéraux défaillants, pour moi, il faut redonner le travail à tes ailiers. Et donc, dans le système actuel, tu n'as pas d'ailier. Pour moi, donc, il faut passer sur un système à 4 pour pouvoir avoir des ailiers. En fait, ce qui m'intéresse, c'est même pas le fait de repasser à 4 derrière, c'est vraiment d'avoir deux ailiers devant pour que ce soit eux qui puissent attaquer et non pas les latéraux qui, eux, ne semblent pas bien le faire. Donc, le fait, par exemple, de repositionner un Greenwood sur un côté ou un Luis Enrique sur un côté à gauche également, pour moi, ça serait une bonne solution ou peut-être même faire jouer un peu Gouiri à un poste qu'il connaît assez bien, ailier gauche, et rajouter un vrai attaquant devant Mopé, par exemple, avec Greenwood à droite, ça te ferait trois attaquants, et donc trois attaquants qui joueraient à leur vrai poste. Parce qu'actuellement, tu as Greenwood qui ne joue pas à son vrai poste, tu que Gouiri qui joue à son vrai poste, et Rabiot devant, déjà d'une part, c'est pas un attaquant, et en plus, il ne joue pas à son vrai poste. Là, ça te permet d'apporter un peu plus de clarté à ton système et surtout au rôle que doivent avoir tes attaquants. Parce que comme je me répète, notre grand problème, c'est le fait d'attaquer, de se créer des occasions et de mettre des buts. Et Ah, en plus, ça te permet... Vas-y, vas-y. Vous voulez parler? Juste finir sur ça, le fait de te retrouver sur un système à 4 avec trois attaquants et trois attaquants à leur poste, ça te permettrait aussi, parce que tu as un peu ce problème de riche au milieu de terrain, tu ne sais pas qui faire jouer parce que tu as quand même trois quatre cadors, ça te permet aussi de faire retrouver une position plus naturelle à Rabiot dans un milieu à 3 avec Rongier et Benacer. Et c'est pareil pour Rongier et Benacer. À chaque fois, tu ne sais pas si tu dois faire jouer l'un ou l'autre.
bah là, avec le système A4, ça te permet aussi de les aligner tous les deux. Donc finalement, Rongier, Benacer, Rabiot, trois joueurs à leur poste, Gouiri, Greenwood, Mopé, trois joueurs à leur poste, ça ramène un peu plus de clarté à tout le monde. Bah, en tout cas, moi aussi, je suis un partisan du 4-3-3. Et espérons que le fait que Neil Maupay soit en conférence de presse demain pour le match contre Toulouse soit déjà un signe, parce que on le rappelle, c'est souvent les coachs qui choisissent en partenariat avec le service com les joueurs qui vont venir, et souvent envoyer un remplaçant, c'est pas monnaie courante. Donc voilà. Tu mettrais qui du coup en charnière centrale? Charnière centrale, tu mets, ouah, je pense que tu mets Kondo, Cornelius. Ça me fait un peu frissonner. Moi, Cornelius, j'en ai marre, mais t'as pas trop le choix. T'as Murillo à droite, quand Euh, même. Murillo, je voulais le voir effectivement dans la charnière, mais c'est vrai qu'il a montré des carences de positionnement plusieurs fois cette saison. Je pense au match contre Lille, par exemple, au Vélodrome. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire jouer à ce poste-là, mais effectivement, derrière, ça va être très, 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 très compliqué, quelle que soit la charnière que tu choisiras. Mais peut-être que le retour de Murillo va conforter De Zerbi dans l'idée de rester à 3 derrière, puisque avec Murillo ça fonctionnait bien, donc ça se trouve c'est un paramètre qui va faire qu'on va peut-être pas changer de système finalement. Ouais, peut-être aussi, mais je trouve que ce système, en fait, il y a trop de joueurs qui ne jouent pas à leur poste dans ce Je système-là. suis Quand d'accord. c'est un joueur ou deux, ça va, mais quand c'est plus, c'est trop. Et je trouve que la difficulté de ce système-là, on n'en parle pas assez, mais je trouve que sur les entrées en jeu des remplaçants, les remplaçants apportent très peu. Alors c'est aussi peut-être lié à leur niveau, mais c'est aussi lié peut-être à un manque de clarté. Quand un remplaçant de l'OM qui rentre en jeu, peut-être qu'il ne sait pas en fait finalement où il doit se positionner parce que ce système en fait n'est pas très clair pour tout le monde, pour les titulaires et encore plus pour les remplaçants. Donc je pense que faire retrouver une position naturelle au 11, à la plupart des joueurs jouent 11, ça te permettrait aussi de donner un peu plus de clarté à tes remplaçants pour qu'ils puissent être, eux, plus performants sur leur entrée en jeu. C'est une suggestion. Après, peut-être que les remplaçants pourront continuer à faire des mauvaises entrées. Mais pour moi, il y a un vrai débat là-dessus aussi. Et bah t'as très bien tout résumé. En tout cas j'espère que les deux parties vont se parler, parce que j'arrive mal à imaginer, on l'a pas abordé, mais j'arrive mal à imaginer De Zerbi continuer avec ce groupe-là, en tout cas à l'OM, si, parce que les joueurs sont nombreux. Effectivement, les joueurs passent, l'OM reste, mais le coach va avoir l'année prochaine, il aura toujours cet effectif-là avec qui, voilà, il vient de se passer ça. Donc déjà, l'avenir de Roberto De Zerbi est un peu plus remis en question, si tu veux le finir là-dessus. En tout cas, le match de Toulouse va déjà être un premier paramètre qui va décider du sort déjà de cette saison, comme tu as dit, mais aussi à mon avis de Roberto De Zerbi. Voilà, si tu veux finir sur l'avenir de Zerbi, Samy, je t'offre le mot de la fin. Ouais, il y avait un peu de brouillard ces dernières heures. On pensait que c'était un pétard mouillé. Finalement, pour moi, ce que tu viens de dire est pertinent dans le sens où euh, on est un peu sur le moment, mais on a quand même du mal à se dire que tous ces gens-là, ah, peut-être qu'ils vont se réconcilier pour la fin de saison, mais pour moi, la rancune est humaine et il y a des choses qui restent. Et je ne sais pas quelle sera la capacité des joueurs, mais également de Zerbi, qui est quand même en sanguin, je trouve, quelle sera leur capacité à passer au-dessus de ça sur le long terme. Là-dessus, j'ai un vrai gros doute. Donc je me dis que ça peut rentrer dans l'équation de son départ, et pour moi, c'est bien d'en parler, c'est pertinent. En tout cas, pourquoi pas après le match contre Toulouse pour voir un peu comment ça s'est tramé, mais c'est vrai que l'horizon n'a jamais été aussi flou cette année. Et voilà, on connaît l'Olympique de Marseille, donc est-ce que c'est étonnant? Non, on a l'habitude, voilà, on commence à être âgé, donc bienvenue. S'il y a des plus jeunes qui nous regardent, voilà, c'est l'Olympique de Marseille, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Ça a toujours été comme ça, et il y aura un après, même s'il y aura eu un avant, et voilà, il y aura toujours un après. Et bah, je vais conclure là-dessus. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez. N'hésitez pas à follow sur YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est en train de la faire développer, donc c'est important que tu fasses partie de l'aventure et que tu nous permettes de récompenser ce travail qu'on fait tous les jours, plutôt de manière nocturne à chaque fois. Voilà, à l'heure où on s'enregistre, il est 1h30.
l'heure où les braves dorment. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Tino et Samy, et bah,